go hard! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Parlev Bolorin les amis, bienvenue à la parenthèse sur Hype FM, l'émission de la jeunesse arménienne sur le 99.5 FM à la radio en direct live depuis les studios d'Hype FM. Vous nous retrouvez également sur notre Facebook Live en ce moment même et évidemment juste après vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook et sur podcast sur Spotify les amis. Merci d'être là, merci de nous suivre comme chaque samedi à midi. Aujourd'hui émission où je suis bien accompagné. Merci d'être là, de nous donner de la force les amis. Autour de moi il y a Alina. Salut Alina. Salut. Ça va. Merci d'être avec nous. Alina, tu n'es pas venue seule puisqu'on a avec nous un invité aujourd'hui. Spécial, Chant Zadoulian. Merci d'être là. Zadoulian, bonjour Chant. Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Merci Chant. Tu es le fondateur de Kenats, la boutique de vin, la première boutique de vin arménienne à Paris. Caviste arménien. Caviste arménien, formidable. Merci d'être là. Tu en parleras au début, en première partie d'émission, sur l'activité autour du vin. Tu nous diras tout avec Alina. Avec moi également Zovinar. Salut Zovinar. Salut Ike, salut tout le monde, Palev. Merci d'être là. Et toi également, tu reviens cette semaine pour une très belle chronique. Ce sera quoi ton sujet ? Oui, je vais vous parler du premier film qui avait été fait sur le génocide arménien en 1919. Donc je vais vous expliquer un peu la genèse du film et puis comment Hollywood a un peu instrumentalisé le témoignage des victimes. Ouais. C'est un sujet fort, ça aussi. Une chronique qui est dans l'ère de ce qu'on vit aujourd'hui également, oui, les amis. Avec nous aussi en public Sassoon. Salut Sassoon. Salut Ike, bonjour à tous. Merci d'être là aussi. Tu es là aussi pour être avec nous, pour qu'on soit ensemble aujourd'hui en ces journées un peu compliquées pour nous. Tout à fait. Pour les Arméniens. Parce qu'évidemment, on ne peut pas démarrer aujourd'hui sans parler des nouvelles extrêmement difficiles et inquiétantes qu'on a entendues depuis le début de la semaine. Sur le bombardement du territoire de la République d'Arménie par l'Azerbaïdjan qui, dans la nuit de lundi à mardi, a démarré une offensive militaire de grande ampleur tout le long de la frontière du Syunik jusqu'au Geralkunik. Et à l'heure actuelle, on parlait déjà de plus de 135 militaires arméniens qui ont perdu la vie et encore une portion de territoire occupée par l'armée azerbaïdjanaise depuis jeudi. La situation s'est en partie calmée, mais on sait à quel point les divers cessez-le-feu qui sont mis en place entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils sont fragiles, très fragiles. Aujourd'hui, c'est ça la situation en Arménie, malheureusement, et en Artsakh, c'est le risque permanent d'une escalade militaire et d'une reprise des attaques envers notre patrie. Nous, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que ça cesse. L'Arménie ne veut pas la guerre, les Arméniens du monde ne veulent pas la guerre, tout ce qu'on demande, c'est de vivre en paix sur notre terre, notre peuple veut la paix. C'est ce qu'on a demandé lors des rassemblements qui ont eu lieu cette semaine, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice aussi, partout dans le monde. Et c'est ce qu'on continuera à demander tant qu'une menace pèse sur notre peuple. Voilà. C'est le message qu'on veut passer. Nous voulons la paix. Voilà. Merci Ike. Ouais. Merci. Merci à vous d'être autour de moi ici au studio, d'être tous ensemble et de passer ce message et d'être forts ensemble durant ces moments difficiles. Alors évidemment, on démarre l'émission toujours avec notre instant arménien, notre instant high. Alina, il me semble qu'avec Noémie qui est dans le studio en coulisses, vous avez choisi un proverbe assez fort. Ouais. En arménien, ça donne Ous aussi vortank, ça allait shurkatank. Bon, si on traduit littéralement, ça nous ferait si on se frappe les épaules, on renversera les montagnes. C'est ça. Entre autres, l'unité fait la force. L'unité. Soyons solidaires. Ouais. Être unis, être ensemble, ensemble dans ces combats, où qu'on soit, en tant qu'Arméniens, rester ensemble. Et d'ailleurs, dans la suite, j'ai envie de dire de cet instant high, un peu
On aime bien démarrer l'émission avec un peu de musique. En fait, aujourd'hui, Tovina, tu nous as choisi un titre très fort, un titre puissant du groupe System of a Down qui s'appelle Protect the Land. Oui. En fait, c'est un titre qui a été écrit et enregistré en 2020 pendant la guerre de 44 jours. Et en fait, je voulais aussi présenter un peu les paroles de cette chanson, raison, Marc. parce qu'elles sont très fortes. Et je voulais vous les lire d'abord en anglais, l'original, et vous les traduire rapidement. Alors, c'est un extrait, donc il dit « The enemy of man is his own decay. If they're evil now, then evil they will stay. If they will try to push you far away, would you stay and take stand? Would you stay with gun in hand? They protect the land, our history and victory and legacy we send from scavengers and invaders, those who protect the land. » Ce qu'on peut traduire par l'ennemi de l'homme, c'est sa propre décadence. Si aujourd'hui ils sont le mal, alors ils le resteront. S'ils essayent de te chasser loin, vas-tu rester et te battre? Vas-tu rester avec une arme à la main? Ils protègent la terre, notre histoire, nos victoires et notre héritage des charognards et des envahisseurs, ceux qui protègent la terre. C'est un magnifique hommage rendu aux gens assez courageux pour se soulever et protéger les moins forts. Ceux qui protègent la terre, nos soldats, qui meurent au combat contre des charognards qui vandalisent, envahissent et détruisent notre pays. Alors, on va écouter cette chanson puissante et reprendre de la force avec System of a Down. Those who protect the land, ceux qui protègent la terre. On parle de nos soldats, on parle de nos frères, de nos pères, de tous les Arméniens qui sont au front. Et on leur rend hommage. On reprend la suite de l'émission. Alina, avec toi et notre invité Chant Zadoulian pour parler Kenat, pour porter des toasts. Oui, on l'appelle première cave de vin arménien à Paris. Ouais. Et si je ne me trompe pas, il y a bien une centaine de références de vins et de spiritueux que tu nous proposes dans la cave. Exactement. Pour le moment, une centaine. Wow. Vins et spiritueux confondus. D'ici la semaine prochaine, les dernières sélections que j'ai faites en mai dernier seront en boutique. Donc voilà, on étoffe de plus en plus. Tous issus de cépages arméniens.
tous les vins issus de cépages arméniens, tous les spiritueux produits en Arménie. Petite question, quand on dit cépage, on parle de quoi exactement? On parle de variétés de raisins. D'accord. De raisins qui sont ce qu'on appelle endémiques, autochtones arméniens. D'accord. Qui ne poussent nulle part ailleurs. Ah oui, d'accord. Ok. Formidable. Ouais. Ça c'est excellent. C'est une de nos richesses. Bah oui. Ouais. Du coup, commençons tout de suite avec les questions. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse du projet Kenat? Comment est-ce que ça s'est fait au tout début? Un constat très simple, je suis français d'origine arménienne, je suis épicurien, j'aime boire et manger, comme tout Arménien aussi qui se respecte. J'aime le vin français, ou en tout cas tous les vins du monde, et le projet était très simple, c'était de faire découvrir le vin arménien au Palais français à l'origine. Amener du vin d'Arménie qui est aujourd'hui un berceau du vin dans cette région, que la Géorgie aussi a une très très vieille histoire viticole, donc on dit que c'est le berceau du vin. Oui, cette région est le berceau du vin. Il y a des millénaires où il y a des grottes qui ont été découvertes. Oui, la grotte d'Aléni, ça doit être bien ça. Exactement. Donc l'idée c'était de faire découvrir le vin arménien au Palais français, de leur montrer la diversité, la richesse des cépages arméniens et du savoir-faire. On a un savoir-faire millénaire, plurimillénaire, donc le vin arménien a toute sa place en France et il mérite d'être présenté. Voilà. Bien dit. Je sais que tu voyages beaucoup entre la France et l'Arménie pour aller dans divers domaines, essayer les vins. C'est quoi ta partie préférée dans cette fabrication du vin, dans le process? Si j'étais purement discours épicurien, je dirais goûter. Mais en vérité, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir tout le travail et vraiment l'implication mis par tous les viticulteurs, mais aussi les vignerons. Ce sont deux choses différentes. Toute la passion qu'ils y mettent pour pouvoir obtenir un vin, c'est formidable. C'est un travail titanesque. Et voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles ce vin mérite d'être ici et mérite d'être présenté en France. Et autre question, parce que moi je m'y connais pas tellement en vin, est-ce que tu veux m'expliquer c'est quoi les grosses différences entre la méthode traditionnelle de fabrication du vin arménien et la française? Tu as dû sûrement voir les deux. Je ne savais même pas qu'il y avait une méthode arménienne de fabrication de vin du coup. Alors, il y a certaines techniques pour produire du vin. Comme par exemple faire sécher des raisins, ce qu'on appelle le kahani. Ouais. Après, on a aussi bien en Géorgie, mais comme en Arménie, on a le principe de faire macérer du vin, donc du jus de raisin, dans des amphores en terre cuite. On a cette tradition aussi plurimillénaire. Plutôt que dans du bois, on va dire. On a tout. Aujourd'hui, l'Arménie produit du vin aussi avec les techniques de vinification modernes, que ce soit dans des cuves, dans des grandes cuves en inox, que ce soit dans des fûts de chêne, mais aussi on continue à faire dans les amphores en terre cuite, ce qui amène quelque chose de complètement différent. Ah oui. Ouais. Et en termes de différence, si on essaie de goûter ces différences, comment tu décrirais les différences dans ces deux types de vins? Du coup, la tradition arménienne dans la terre cuite et la version française un peu plus en chêne. Alors, pour être plus scolaire, on va dire, la cuve inox ne va rien apporter au vin en termes d'arôme. Okay. C'est neutre. C'est ça. C'est de l'acier. Ça n'interagit pas avec les composés chimiques du vin. C'est de l'inox. Donc, par principe, ça ne va rien apporter au vin. On va rester sur le fruit. Et donc, les caractéristiques même du raisin. Le jus, ce que va donner ces arômes, voilà, ce sera tel quel. Le fût, lui, qui permet de faire vieillir, et ce qu'on appelle de l'élevage en fût de chêne, c'est lui amener toutes les propriétés type cacao, vanille, le côté boisé. Et après, voilà, il y a différents arômes qui viennent en fonction du temps que le vin a passé dans le fût. Et l'amphore, c'est encore complètement différent parce que c'est la matière, le matériau est différent. On n'est pas sur du bois, on est sur de la terre cuite. Donc c'est encore différent. Ça peut parfois amener un petit côté salin, iodé qui est très très agréable. Voilà, c'est plus paysan, on va dire à l'origine. C'est rustique, c'est plus rustique, plus authentique. Puis on va rechercher ces saveurs du coup la prochaine fois qu'on va. J'aurais aimé vous en amener, mais il était encore un peu tôt. Ça c'est une bonne idée si la prochaine fois.
pour ceux qui seront en Arménie, peut-être les années prochaines, les étés, il faut aller visiter un peu les domaines. J'ai pas eu l'occasion de. Les domaines viticoles, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Ok, je rajoute sur ma liste. C'est une autre manière de découvrir l'Arménie. Exactement. À travers son vin. À travers ses paysans, à travers les gens qui cultivent la terre. Exactement. Ok, je rajoute ça à ma to-do list. Absolument. Autre question. Est-ce que toi, tu te considères œnologue? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, je n'aurais absolument pas la prétention d'être œnologue. Parce que déjà, il faut faire de très longues études d'œnologie. Et puis, je n'ai pas vocation à produire du vin, à faire du vin. Donc, voilà. Ça t'intéresse pas? Pas pour le moment. J'ai déjà assez à faire ici en faisant découvrir les vins, en goûtant, en allant sur place. Voilà, je respecte énormément ce travail, mais j'ai pas la prétention de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, pour produire son propre vin, le prérequis c'est de devenir œnologue? Non, pas forcément. Mais l'œnologue, il va avoir tout l'aspect scientifique en fait. Il faut avoir un palais raffiné aussi. Il faut l'avoir quoi qu'il arrive. Beaucoup le travailler quoi. Il faut le travailler. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup boire. Ouais. C'est une manière de dire les choses, oui. Ouais. Voilà, et la caractéristique en Arménie, c'est que, enfin, une des choses que j'ai remarqué, c'est que généralement quand on fait des dégustations en France, on recrache. En Arménie, c'est mal vu. C'est ça les choses. Ouais. Puisque les par différences principe, un peu culturelles. Si vous crachez le vigneron, vous crachez son travail. Donc c'est pas très bien. Donc vu. ça t'est déjà arrivé d'être dans des situations où t'essaies le vin, mais t'en as tellement essayé dans la journée que tu veux juste recracher. Oui. Wow. Ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé de me rendre. Non, mais non, en cachette c'est compliqué, ça se verrait. Mais ça m'est déjà arrivé qu'un vigneron me dise on va passer un très bon moment, mais voilà, on travaillera pas ensemble parce que t'as craché mon vin. Donc il a fallu que je rame pendant 2 jours pour lui dire que c'était très très bon et que j'aimerais travailler avec lui. C'est finalement juste une technique. C'est juste pour. Si on veut professionnaliser d'une certaine manière, 5 dégustations par jour. À raison de 4 vins ou 5 vins par domaine, si je ne recrache rien, c'est pas possible. Bah non, évidemment. Surtout que l'accueil, l'accueil et la convivialité arménienne, qu'on soit vigneron ou pas, fait que de toute manière, à la fin du repas ou de la dégustation, il va forcément m'amener du haut-riz, de l'eau de vie maison artisanale, et si je crache rien, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux nous partager un autre souvenir comme ça, un peu marquant, que tu as pu vivre en Arménie, en visitant des domaines, je sais pas? Justement, ce vigneron en question, la première fois que je suis allé chez lui, donc on avait prévu de faire une dégustation. C'était la première de la journée parmi les 4 autres. Donc moi, je m'attendais tout simplement à avoir un certain nombre de verres à ma disposition, un crachoir. Et comme puis, ce que t'as en France, quoi. Mais une demi-heure de dégustation, on goûte, je prends mes notes, et puis voilà, merci, au revoir. Bon, il se trouve que ça s'est pas du tout passé de cette manière-là. J'avais l'agneau dans le tonil qui était prêt. J'avais une table. La plus belle table que j'ai vue de dégustation. Non, c'était impressionnant. Bon, du coup, j'ai dû annuler les autres dégustations forcément, puisque on a commencé à 11h, on a terminé à 16h, donc c'était intense. C'était très très intense, très intense. Mais c'est une très très belle expérience à chaque fois. Et donc, tu as signé avec lui? Oui. Allez. Ça a conclu. Ça y est, c'est un de mes vins préférés d'ailleurs. Voilà. C'est excellent. Tu peux nous dire le nom? Il s'appelle Soutak. De toute façon, sur le site de Kenat, vous pouvez retrouver tous les noms des domaines. Et c'est bien décrit. Tu as même des vidéos. Il suffit de taper Kenats, Kenats sur Google et on tombe tout sur votre site. .fr directement pour l'adresse. Et puis maintenant, depuis le mois de juillet, la boutique, la cave, ça y est, qui est ouverte. Au 69 bis rue Brancion dans le 15e arrondissement. À Paris. Oui, tu peux visiter de 10h30 à 19h30 et le lundi, il me semble, c'est de 16h30. 16h30, oui. Voilà. D'accord. Autre question. Magnifique. C'est pas vraiment une question, mais je te mets dans le contexte. Si par exemple, là, je prépare un dîner en famille et en plein principal, je propose, je sais pas, du bourguignon, du vin bourguignon. Oui. Quel vin arménien est-ce que tu me proposerais avec? Qu'est-ce qui se marierait bien? Il y en a plusieurs. Je pense que si je devais on part sur du vin rouge. Allez. Vin rouge, sachant que pour le bourguignon, il faut y ajouter du vin rouge. Oui, déjà dedans. Généralement tannique. Faut pas que ça soit super fort. Exactement. Je mettrais un vin rouge qui s'appelle Touche pas.
Voilà, c'est un mauvais jeu de mots. Touche pas. Le domaine s'appelle Touche pas, il est issu d'un cépage qui s'appelle Hartanak. Ok. Voilà, dans le contexte. Waouh. Dans le contexte actuel. Voilà, exactement. Qu'il faut carafer impérativement, qui est très puissant. Et donc voilà, faut lui laisser le temps de respirer, mais il se mariera parfaitement bien avec un bœuf bourguignon. Il n'est pas en rupture de stock sur le site là. Actuellement, il l'est, mais il sera redisponible enfin dès la semaine prochaine. Voilà, c'est bon à savoir. De toute façon, on peut aussi suivre son compte Instagram, où je ne sais pas si tu actualises un peu les restocks ou non, mais voilà. Insta Kenats. tiré-du-bas France. C'est ça, Kenats France. Quelqu'un avait déjà pris Kenats, je ne sais pas qui, mais qu'il se dénonce. Il y a quelqu'un qui aimait bien les Kenats. Et dernière question, est-ce que tu as des projets futurs, peut-être un achat de domaine ou des collaborations avec des restaurants? Collaboration restaurant, oui, c'est déjà le cas. Mais projet futur... Maintenant qu'il y a eu la boutique... Peut-être s'étendre. Je dirais plus ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'il y ait toujours du vin arménien, que le vin soit toujours produit en Arménie, que ce soit toujours produit d'Arménie, affiché sur l'étiquette, et que je puisse continuer à le faire découvrir en France au maximum, et pourquoi pas, ou en ouvrir une deuxième, une troisième. Parce que tu nous disais en coulisses que tu reçois beaucoup de clientèle française en fait, et elle apprécie vraiment beaucoup ce vin arménien. C'est assez étrange d'ailleurs, mais 95% de la clientèle est non arménienne. C'est génial. Voilà. J'espère que, pas forcément j'espère, mais que la tendance se rééquilibre, que les Arméniens puissent découvrir la richesse de leur vin en fait. T'as ouvert en juillet, il faut le temps d'arriver. Exactement. Surtout qu'ici on n'a pas forcément un large choix de vins arméniens. Oui, c'est vrai que quand on va dans les boutiques arméniennes, à l'épicerie, on n'a peut-être pas forcément autant de choix, parce que maintenant du coup dans la collection de vins que tu proposes à la clientèle, t'en dénombres combien là du coup à peu près? Actuellement je travaille avec 23 domaines si je ne me trompe pas. Ouais, oui. C'est énorme. Donc si on part du principe qu'en moyenne chaque domaine a 2 vins ou 3, voilà, ça fait quand même une assez belle sélection. Bah oui, carrément. J'étoffe, c'est aussi l'objet de mes allers-retours avec l'Arménie, c'est d'aller découvrir, parce que il y a de plus en plus de domaines arméniens qui fleurissent, mais comme partout, c'est comme en France et comme partout dans le monde, tout n'est pas, pas digne, parce que chaque vin a son public, c'est pas le mot, mais je peux pas prendre tous les vins arméniens qui existent, c'est pas possible. De faire la meilleure sélection. Il faut que je puisse faire la meilleure sélection possible, qui puisse rencontrer son public aussi, ici. Donc, mais il y a déjà une très très belle sélection. C'est génial. Vous savez quoi faire les prochains jours, allez visiter. Mais la boutique. Et les spiritueux, on fait aussi de très bons spiritueux. On a été, des vodkas, pendant l'Union soviétique, on a été quand même le grand producteur de cognac / brandy. Et à cette époque-là, il me semble que c'était plus la Géorgie qui s'occupait du vin. Voilà, du vin. Exactement. D'accord. Maintenant, peut-être que la tendance s'est changé de rôle. Peut-être. Bah oui, on va avoir du whisky, du gin. On fait plein de choses en Arménie. Très très bonnes choses. C'est excellent. C'est grâce à toi que les vins arméniens aussi commencent à s'exporter, à trouver la place un peu sur les tables. Parce que tu collabores avec des restaurants, mais pas forcément arméniens, c'est ça qui est intéressant. Non, justement, Donc tu peux trouver du vin arménien dans des restos, je sais pas, indiens, c'est possible. Des restaurants français plutôt bistronomiques, il y a des restaurants israéliens avec qui je travaille, parce que la mode des restaurants israéliens à Paris, elle est en vogue en ce moment, donc... il y a une très belle offre. Il faut pouvoir la goûter. C'est formidable. Exactement, mais merci aux vignerons surtout, parce que sans vin, moi j'aurais pas pu. Merci à eux, bravo. Ils pensaient à eux aussi. Exactement. Parce que c'est pas un travail simple. Non. Voilà. Donc, merci beaucoup, c'était un super plaisir d'échanger avec toi sur Kenats. Absolument, Chante, merci. Petite question, de ma part, tu es seul dans ce travail? Tu as des collaborateurs ou... J'ai mon père, j'ai un cousin. Business familial, quoi. Exactement, super familial. Okay. Exactement. Excellent. On vous souhaite vraiment le meilleur. Continuez comme ça. Petite annonce, parce que j'ai failli oublier, il se présentera au Forum international de Marseille. En fait, c'est à la foire. En gros, ça
ça regroupe beaucoup d'artisans, d'artistes, d'entrepreneurs, et Kenat fera partie. Donc ça se passe du 24 septembre jusqu'au 3 octobre, il me semble. D'accord. Tu peux préciser quel jour est-ce que tu y seras? Alors, donc, comme tu le disais, la Foire internationale de Marseille, c'est l'équivalent de ce qu'on a à Paris, la Foire de Paris. Donc il y a vraiment absolument de tout. C'est du 23 septembre au 3 octobre. Moi, je serai sur place 23, 24, 25, 26. Et après, il va falloir que je rentre à Paris pour m'occuper de la cave quand même. Bien ça. Et après, en revanche, je retournerai pour le dernier week-end. Voilà. Ça se déroule sur 2 week-ends. D'accord. Une dizaine de jours. Voilà. Super. Donc n'hésitez pas. Pavillon Arménie, Kenat. Kenat, à Marseille du coup. À Marseille. Ok, bah c'est noté. Torbina Sassoon, vous avez noté les. Oui. Je sens que ça va faire un petit tour à Paris cet après-midi pour prendre une petite bouteille. En tout cas, merci beaucoup Chant pour ton travail, pour ce que tu fais du coup. Et, merci à vous. C'est formidable. Et on continue sur une petite musique. Oui, une petite musique aussi que toi tu as choisi, Alina. Une musique, donc ça s'intitule Zeytounitsar, c'est de Arto Tungboyadjan, je sais pas si j'ai bien prononcé. Je pense. En featuring avec Armenian Navy Band, Zeytounitsar, que vous connaissez bien. Je le sens. C'est déjà... C'était Zeytounitsar de Armenian Navy Band. Très belle musique, très belle musique. Je crois que c'est dans Voyage en Arménie, non? C'est du film. C'est possible. Il me semble, il me semble. Moi j'ai découvert juste en écoutant la discographie d'Al. Ils sont très bons, Armenian Navy Band. Eh bien, on reprend l'émission, deuxième partie, avec toi, Zovinar. Tu as préparé une très belle chronique sur une certaine Aurora Martiganian, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur l'histoire du film Ravished Armenia, qui était le premier film sur le génocide arménien, qui a été tourné en 1919 à Hollywood, aux États-Unis.
et qui se base sur le témoignage d'Aurora Mardiganian. Ouais. Et en fait, je voulais un peu vous montrer comment Hollywood et le cinéma a instrumentalisé non seulement son histoire, mais elle aussi. Ouais. Et pour vous expliquer ça, je me suis inspirée du travail de recherche de Valentina Kolzalori-Bouvier, qui est professeure et docteur en études arméniennes, responsable du centre de recherche arménologique de l'Université de Genève. J'ai découvert, moi, cette histoire cet été à Venise lors d'une conférence qu'elle a donnée. Ouais. J'ai trouvé ça important, en fait, de le mettre en lumière. Pour petite information, ce film, aujourd'hui, il a, dans l'ensemble, disparu. Mais il y a toujours 20 minutes qui ont été retrouvées. C'est un film en noir et blanc, muet, que vous pouvez voir sur YouTube si ça vous intéresse. Ah oui. Donc avant de parler du film, une petite parenthèse sur l'actualité à l'époque, en 1915, en 1916, le contexte aux États-Unis, c'est qu'il y avait des associations d'aide pour les personnes du Moyen-Orient et du Caucase qui ont créé un comité, le comité AKSR, qui va vraiment promouvoir et mettre en avant tout ce qui s'est passé en Arménie un an auparavant, donc en 1916. Donc c'est un peu pour ça que c'est très médiatisé, parce que cette association va s'occuper d'en parler aux États-Unis. Et surtout qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous le saviez, mais à la fin de la guerre, aussi en 1918-1919, il y avait un débat au Sénat d'un possible mandat américain en Arménie pour aider l'Arménie à se reconstruire. Donc apparemment, c'était vraiment disputé au Sénat. Est-ce qu'on pourrait aider l'Arménie ? Est-ce qu'on pourrait faire un mandat pour l'aider à se reconstruire ? Donc c'est un peu pour ça aussi que ça a été très médiatisé quand même, le génocide, et pourquoi ils en ont fait un film. Donc Aurora Mardiganian, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'elle. Le nom évoque beaucoup. Aurora, Après, puisqu'il y a maintenant un prix Aurora. C'est ça. C'est plus connu généralement son histoire aux États-Unis, bien sûr. Mais pour vous expliquer un petit peu, Aurora, son vrai prénom déjà c'était Archalous Mardiganian. Donc Archalous, on comprend pourquoi ça a été traduit Aurora, puisque c'est la signification. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi. Les producteurs qui ont fait le film notamment ont voulu changer Mardigan, son nom originel, en Mardiganian, parce que c'est plus long en plus, mais ils ont décidé de le changer. Donc en tout cas, Aurora, elle est née en Turquie en 1901. Et en 1915, elle avait à peine 15 ans, elle a été déportée, elle a été battue, abusée et vendue en tant qu'esclave dans un harem. Donc elle a subi énormément de traumatismes et des épreuves très très compliquées. Malgré ça, elle a réussi à se réfugier à Erzurum en 1916. Et grâce à l'aide du comité dont je vous ai parlé, l'AKSR, elle a pu s'enfuir et s'installer à New York en 1917. D'accord. Une fois à New York, elle vit chez un couple arménien qui va l'aider à retrouver son frère qu'elle recherche en publiant des annonces dans des journaux en anglais, puisqu'elle ne parle pas anglais, donc ils vont l'aider à le faire. Ouais. Et c'est comme ça que le réalisateur Harvey Gates la repère pour la toute première fois. Donc Harvey Gates, lui, c'est un producteur de films américain et un auteur. Et quand il la découvre, il veut tout de suite, il lui propose tout de suite en fait d'en faire un témoignage, d'en écrire un livre. Ah oui. Aurora, elle accepte, parce qu'en plus, c'est la seule survivante de ses proches, de sa famille. Pour elle, c'est vraiment un peu un devoir. Elle se dit qu'elle a survécu. Elle va l'expliquer plus tard dans une interview, d'ailleurs. Donc, c'est elle d'en parler et de le faire découvrir aux Occidentaux. Donc, le livre est publié en 1918 à New York pour la première fois, donc seulement 3 ans après le génocide. Et Harvey Gates va l'aider à l'écrire avec, bien sûr, des traducteurs, parce qu'Aurora ne parle pas anglais en arrivant. Le livre va s'appeler Ravished Armenia, The Story of Aurora Mardiganian, the Christian girl who survived the Great Massacres. Donc l'histoire d'Aurora Mardiganian, la fille chrétienne qui a survécu au grand massacre. Bien sûr, à l'époque, on disait pas encore génocide. Puis on voit un peu dans le fait de l'appeler la fille chrétienne que ce qui motivait un peu les États-Unis, ce qui fait qu'on en parlait autant, c'est que là, c'était une population de chrétiens. Oui, il y avait déjà une ligne directrice dans le... Exactement, c'est aussi pour ça que aux États-Unis, il y avait cette idée d'aider les Arméniens, etc. Une fois le livre publié, il inspire plusieurs autres réalisateurs et journalistes comme Nora Wan, une journaliste américaine, une écrivaine, qui va vouloir en faire un film. Elle va l'écrire avec Harvey Gates, toujours celui qui a écrit le livre, avec Frédéric Chapin, qui est producteur de comédie musicale à Broadway. Et celui qui va le produire, très important, c'est William Nicholas Selig, qui est l'un des pionniers du cinéma américain et qui a, par exemple, tourné le tout premier film Le Magicien d'Oz. Donc j'insiste un peu sur ça pour vous montrer un peu que ceux qui ont créé ce film, c'est vraiment des réalisateurs américains qui faisaient partie intégrante du système hollywoodien. Donc c'est pas du tout, par exemple, un film tourné par la communauté arménienne. C'était vraiment... c'est vraiment le cœur de Hollywood qui... C'est ça, le cœur d'Hollywood qui l'a tourné. C'est impressionnant. Surtout quand tu dis que ça s'est fait quelques années après le génocide. En fait, c'est arrivé très vite en fait. Très très vite. Ouais. Il a été tourné en 1 mois, le film à Hollywood et dans le désert californien. Wow.
avec des stars du cinéma muet de l'époque, et ainsi que des orphelins et des réfugiés arméniens qui, comme Aurora, seront réfugiés aux États-Unis, qui jouaient des figurants dans le film. Et Aurora a joué, elle, son propre rôle. Donc la première projection du film s'est faite à Los Angeles en janvier 1919. Donc voilà, à peine 4 ans après le génocide. Et après, s'ensuit une tournée en fait dans tous les États-Unis pour projeter le film et en parler, notamment à New York, dans toutes les grandes villes. Ouais. Et donc, un peu comme je vous ai dit, pourquoi autant de représentations ? Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, on en parlait beaucoup. Et même le président Wilson lui-même a envoyé un télégramme et qui disait qu'il pourrait même ajouter l'Arménie, l'inclure dans ses 14 points et en faire un objectif essentiel de reconstruire l'Arménie. Oh, incroyable. Donc, c'est assez impressionnant quand on sait ça. Parce que film, en fait, à partir d'un film. L'histoire d'Aurora, mais qui du coup. C'est ça, exactement. C'est pour ça que ce film était, je pense, on peut tous le penser, très important à l'époque d'en parler, de faire découvrir l'histoire aux Occidentaux. Mais le problème, c'est la manière dont il a été fait et la manière dont après on l'a vendu. Ce que je vais vous expliquer, ça on le sait grâce à l'écrivain anglais Anthony Slide, qui a écrit et interviewé Aurora quelques années plus tard pour parler de son expérience dans le cinéma. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Ravished Armenia, le titre du film, and the True Story of Aurora Mardiganian, et la vraie histoire d'Aurora Mardiganian. Donc pour commencer dans le film, il y a certains passages qui sont réarrangés. Comme par exemple, si vous le voyez sur YouTube, on voit des femmes qui sont crucifiées, qui sont crucifiées. Et Aurora dira plus tard que cette scène-là, elle l'a jamais vue, évidemment. Ouais. Ça s'est jamais passé, elle a jamais vu de femme crucifiée. Après, voilà, on peut se dire c'est un peu un symbole, une idée de montrer dans le film, regardez les chrétiens qui sont tués. Ouais. Mais le problème majeur de cette scène-là, c'est que quand ils vont vendre le film, quand ils vont en parler aux Occidentaux, ils vont insister, ils vont dire c'est la vérité, il faut nous croire, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Sauf qu'après, quand Aurora dit que cette scène-là est pas réelle, les personnes qui vont l'avoir vue, ils vont se dire mais du coup, est-ce que ce qu'on a vu dans le film, c'était vraiment réel ? Finalement, est-ce que le sort des Arméniens c'est ça, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Donc ça, c'est un peu compliqué. Et puis surtout qu'après, on a appris, c'est Harvey Gates qui va l'avouer plus tard, qu'une des actrices qui a joué l'une des femmes crucifiées est morte à cause du tournage de la chaleur en fait, parce qu'ils ont tourné ça dans le désert californien et ils l'ont tourné beaucoup trop longtemps et apparemment elle serait morte le lendemain à cause de la chaleur. Oh là là. Donc ça c'est un peu le début du fait que la production du film n'a pas été très respectueuse. Donc ça rajoute des polémiques sur... C'est ça rajoute des polémiques. Après dans une interview, Aurora explique que quand elle a signé le contrat, quand elle est arrivée, et ça Harvey Gates il le savait très bien vu qu'il l'a aidé à traduire son histoire, elle ne parlait pas du tout anglais. Donc elle a signé un contrat qu'elle comprenait pas forcément tout et elle a été vraiment arnaquée puisqu'elle a reçu quasiment rien comme salaire, alors que eux sur les films, sur les représentations, ils se faisaient énormément d'argent. Ah oui, si tu expliques que c'était un succès énorme, que même le président américain en parlait. Exactement. Donc elle a quasiment rien reçu. Elle a quand même plus tard attaqué en justice Eleanor Brown Gates, la femme de Harvey Gates. Et elle a quand même pu avoir des dommages et un intérêt grâce à ça, mais elle a quand même été assez arnaquée au début. Et puis elle explique après qu'elle a subi énormément de pression pendant le tournage aussi, alors qu'elle avait vécu le génocide même pas 3 ans avant, donc vous imaginez un peu. Puis surtout, je sais pas si ça vous a interpellé, mais elle a joué son propre rôle. Donc après avoir vécu ces traumatismes pendant le génocide, elle a dû revivre, certes pour de faux, mais quand même, le fait d'être violée, d'être violentée. Et puis quand on voit les images du film, vous allez le voir, c'est quand même bien fait dans le sens où on ressent vraiment une ambiance horrible, quoi. Et puis on voit les scènes, je pense que le revivre, le rejouer, ça devait être très compliqué pour elle. Et alors après ça, après avoir vécu le génocide, après l'avoir forcée à rejouer son propre rôle et l'avoir subi des pressions sur le tournage, ils obligèrent Aurora à assister à chacune des représentations pendant la tournée pour attester de la véracité, en fait, encore une fois. Ce qui partait du principe, on peut le comprendre, en disant c'est vrai, regardez, c'est vrai. Mais ils utilisèrent vraiment Aurora comme un document vivant, parce qu'à chaque représentation, il fallait qu'elle soit là. Et au début, à la fin du film, ils disaient ce qu'on vous a montré, c'est vrai, regardez Aurora, elle est là dans la salle pour vous prouver ce qui s'est passé. Le problème, c'est que vous imaginez encore une fois, mettez-vous à sa place, elle vit le génocide, traumatisant, elle joue son propre rôle, et là on la force à regarder des centaines de fois le film et son traumatisme, encore une fois. C'est horrible. Elle a subi une grande dépression, elle est tombée malade à cause de ça. Et pendant beaucoup de représentations, elle n'a pas pu venir, parce que c'était trop compliqué pour elle. C'était trop difficile. Donc ils ont engagé des sosies qui ressemblaient à Aurora. Oh mon Dieu. Donc dans la salle, ils prenaient des femmes qui ressemblaient à Aurora et ils disaient regardez c'est Aurora, alors qu'encore une fois c'était un mensonge, c'était pas Aurora qui était là. Si vous êtes intéressé, il y a le réalisateur Atom Egoyan qui a fait en 2007 une exposition, on a la vidéo sur YouTube, qui s'appelle Auroras avec un S à la fin, pour montrer toutes les femmes qui ont joué son rôle durant les représentations pour en parler.
Donc voilà à peu près comment ce film-là, ok, certes, était important puisque ça a fait découvrir le génocide aux Occidentaux, mais en tout cas, dans les faits et dans la manière dont ça s'est fait, ça aurait pu être fait totalement différemment. C'est incroyable, c'est une... encore une fois, une manière pour les États-Unis, le côté occidental, de reprendre une histoire qui existe et essayer d'en récupérer les bienfaits pour eux. Puisque finalement, à la fin, c'est du business aussi, c'est de faire vendre des films pour ces gens-là. Après, c'est incroyable parce que ça fait un parallèle avec notre histoire très très fort. Cette femme qui survit au génocide, qui ensuite rejoue la scène, qui ensuite y réassiste. C'est comme si notre peuple arménien a subi un génocide. Ils revivent des attaques aujourd'hui, etc. Ça se répète. C'est surtout le fait que c'est pas d'y réassister juste une fois, mais d'y réassister un nombre interminable de fois. Répéter. Après, on connaît les excès et les pratiques absolument abominables qui a eu lieu dans l'histoire. Mais bon, là, ça concerne en effet ici. Cette femme arménienne, Aurora. Mais du coup, ce que je me demande, je ne sais pas si tu sais ou si tu as fait des recherches là-dessus, est-ce que le prix Aurora a été un sort d'hommage à cette femme ? Oui, bien sûr, le prix c'était en son hommage. D'accord. Parce que surtout aux États-Unis, puisqu'elle elle a été connue là-bas, c'est vraiment... On peut la qualifier, entre guillemets, la Anne Frank arménienne. C'était vraiment son témoignage, l'un des tout premiers. Puis le tout premier film, même pas 4 ans après le génocide, c'était assez fort. Donc c'est vraiment le premier témoignage qu'ils avaient. Et même vis-à-vis des Européens, grâce à ça, ils ont connu. Et juste pour faire une petite parenthèse en terminant, c'est que, comme je vous ai dit, le président Wilson, c'est apparemment ce qu'on s'est intéressé, mais malgré tout, le Sénat a rejeté toute aide pour les États-Unis, pour l'Arménie, le Sénat américain, en 1920, parce que évidemment, il y avait des accords avec la Turquie, etc. Donc c'était pas possible. Et juste, je voulais aussi en parler parce que il y a un documentaire sur le génocide qui s'appelle Aurora's Sunrise, qui reprend l'histoire d'Aurora et qui va être nominé cette année aux Oscars pour le meilleur long métrage international. C'est réalisé par l'Institut Zorgan et Bars Media, donc par des instituts arméniens, allemands et lituaniens. Et ça va être nominé aux Oscars et ça va reprendre l'histoire d'Aurora. Donc je pense cette fois-ci dans un documentaire qui sera un peu plus de manière véridique et véridique. Historiquement vérifié. Tu rappelles le nom Aurora's Sunrise. Sunrise, d'accord. Voilà. Wow. Eh bien ça, on va le suivre de près. Alors c'est très très intéressant, Tovina. Merci beaucoup d'avoir trouvé toutes ces informations et de nous les avoir partagées. C'est très fort, Aurora. Et ben voilà, les amis, on commence à toucher à la fin de l'émission, mais avant, on va vous partager quelques informations également. Déjà dans le contexte actuel. Tout d'abord, il y a une collecte d'urgence qui est organisée à la MCA d'Alfortville pour la maison de la culture. À la maison, tout à fait, à la maison de la culture arménienne d'Alfortville. Donc ça se termine aujourd'hui. En fait, vous avez de 14h30 jusqu'à 17h30 pour aller déposer. C'est ça, apporter en fait des articles pour notamment des trousses de premiers secours rouges, des pansements, du scotch, des garrots, des draps à usage unique, des tubulures, des antibiotiques et de la bétadine. Si vous avez ces éléments-là, merci de les apporter. L'adresse c'est le 9 rue de Madrid à Alfortville, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et il y a aussi normalement une collecte de fonds. Tout à fait, oui, mais avant, toujours pour la MCA, mais c'est au Plessis-Robinson. Mais cette fois, je pense que c'est plus simple de contacter la MCA pour reconnaître l'adresse parce que je ne la connais pas. Mais en effet, il y a aussi une collecte de fonds pour les bataillons de volontaires en Arménie, organisée par Charles Joum cette fois-ci. Vous pouvez aussi pour ça réaliser un don sur Hello Asso. Le plus simple aussi là, c'est d'accéder depuis leur page Facebook Charles Joum le mouvement, ce qui permettra d'acheter là aussi du matériel médical, des filets de camouflage, des denrées alimentaires entre autres pour les soldats mobilisés en ce moment. Voilà. N'oubliez pas non plus ce soir à 20h, il y a le gala d'IPFM avec la présence exceptionnelle de Vartan Petrosyan qui se produira avec son nouveau spectacle Promesse Rostum, où on sera tous présents, et c'est au pôle culturel d'Alfortville ce soir donc à 20h les amis. Voilà, c'est une personne aussi qui saura nous dire beaucoup de choses. Voilà, j'espère que
On va garder la force, Chant, Torina, Alina, Sassoon. Comme on l'a dit au début, on est tous mobiles, tous ensemble. Et on demande la paix, c'est tout ce qu'on demande. C'est qu'on vive en paix sur nos terres, les amis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chant, John. Merci à vous. Le meilleur à toi, à tes projets, les amis, à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine.